Il y a quelques semaines, Bitcoin passait la barre des 19 millions d'unités. Plus de 90% des bitcoins sont donc maintenant en circulation. Par contre, les 2 millions de bitcoins restants mettront environ 120 ans à être minés. En effet, d'après les règles actuelles présentes dans le protocole Bitcoin, l'émission de nouvelles unités s'arrêtera aux alentours de l'année 2140. Pourquoi 2140 ? Car comme vous le savez probablement déjà, tous les 4 ans, la quantité de nouveaux bitcoins créés est divisée par 2. C'est le fameux halving. En 2009, lorsque Satoshi Nakamoto a lancé le programme, il y avait 50 bitcoins créés toutes les 10 minutes. Puis en 2012, ce chiffre est passé à 25, en 2016 il est passé à 12,5 et enfin en 2020, il est descendu à 6,25. Et nous en sommes là aujourd'hui. 6,25 bitcoins sont créés toutes les 10 minutes environ. Vous voyez mieux le taux d'inflation de Bitcoin en rouge sur ce graphique. Pour info, le prochain halving devrait avoir lieu normalement en mai 2024. Je dis normalement car il n'y a pas de date précise inscrite dans le code de Bitcoin pour le prochain halving, mais un nombre de blocs, 210 000 pour être exact. À l'écriture de cet article, il reste 107 328 000 blocs à être minés avant le prochain halving. Personnellement, je trouve cette prédictibilité et cette précision tout simplement fascinante. Ça change des politiques monétaires de nos banques centrales, mais avançons. Du coup, pour en revenir à notre question initiale, pourquoi 2140 ? Eh bien, si on divise par 2 l'émission de nouveaux bitcoins tous les 4 ans, il va arriver à un moment où vous ne pourrez plus faire cette division car vous serez arrivé à la plus petite unité du système, le Satoshi, c'est-à-dire un 100 millionième de bitcoin. À ce moment-là, il n'y aura plus de bitcoin minés et le taux d'inflation tombera à 0. On aura donc atteint la fameuse barre des 21 millions de bitcoins. Enfin, non, ce n'est pas tout à fait exact. Il n'y aura pas 21 millions de bitcoins. En fait, ce chiffre ne sera jamais atteint. Comme vous pouvez le voir sur cette image avec la courbe marron, la quantité de bitcoin suit une asymptote horizontale tendant vers 21 millions. Au final, voici la quantité maximum de bitcoin qu'il existera en 2140. C'est sûr que c'est plus rapide de dire 21 millions, je vous l'accorde. Bref, on en arrive donc au sujet de cette vidéo. Que se passera-t-il lorsqu'il n'y aura plus de bitcoin à miner ? Comment les mineurs qui sécurisent le réseau resteront rentables ? Parce que oui, jusqu'à aujourd'hui, une grande partie, si ce n'est la totalité des revenus des mineurs, provient de ces bitcoins fraîchement minés. C'est la partie en bleu que vous voyez sur ce graphique. Donc, est-ce que Bitcoin n'est pas programmé finalement pour mourir à petit feu ? Eh bien, c'est ce dont on va discuter dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Alors comme d'habitude, on va d'abord poser les bases. La sécurité du réseau Bitcoin repose principalement sur les mineurs et la preuve de travail. Ici, on ne parlera pas de la fiabilité du protocole en lui-même, qui est une autre variable importante à prendre en compte lorsqu'on discute de la sécurité et de la stabilité de la technologie. Donc, concentrons-nous sur la preuve de travail. Pour faire simple, les mineurs vont essayer d'ouvrir un cadenas en testant toutes les combinaisons possibles et imaginables. Ici, on parle de milliards de possibilités, et les mineurs n'ont pas d'autre choix que de les essayer les unes après les autres jusqu'à ce que le cadenas s'ouvre. Bien entendu, ils ne font pas ces opérations à la main, ils utilisent des machines spécialisées que l'on appelle des ASICs. Pour info, le nombre de combinaisons testées par seconde par l'ensemble du réseau s'appelle le hash rate. Dès qu'un mineur trouve la solution, celui-ci est récompensé de ses efforts en récoltant des bitcoins fraîchement créés et les frais de transaction de toutes les opérations incluses dans le bloc. Voilà à quoi ça ressemble de manière très schématique. Autre petit rappel, la place dans chaque bloc est limitée, c'est-à-dire que le mineur peut seulement inclure un nombre bien précis de transactions. Pour choisir lesquelles il inclut et lesquelles il laisse dans la file d'attente, qu'on appelle la mempool, il va tout simplement regarder celle avec laquelle il peut gagner le plus, donc celle avec les frais les plus importants. C'est un système basique d'enchères entre tous les participants pour voir leurs transactions incluses dans le prochain bloc. Donc, les frais de transaction ne sont absolument pas liés à la valeur du transfert. Envoyer un bitcoin ou 1000 bitcoins peut vous coûter la même chose. Et puis, autre petite parenthèse, c'est également pour cela qu'il est aussi important d'avoir une taille de bloc limitée et pas trop importante sur Bitcoin. S'il n'y a pas de compétition et de surenchère entre les utilisateurs pour inclure leurs transactions dans le prochain bloc, les frais stagnent. Gardez bien cette information en tête, elle sera particulièrement importante un peu plus loin dans la vidéo. Et pour plus d'infos à ce sujet, je vous invite vivement à lire ce livre de Jonathan Beer. En tout cas, au cours du Bitcoin actuel, le minage est une activité très rentable si vous avez accès à de l'électricité relativement bon marché.
Et c'est pour cela que l'on a vu la compétitivité sur le réseau augmenter quasi constamment ces dernières années. Il y a toujours plus de mineurs qui entrent dans la compétition et qui tentent de trouver la combinaison du cadenas. Une des prouesses de Bitcoin est d'adapter automatiquement la difficulté du cadenas, donc en gros la longueur de la combinaison, pour que les mineurs prennent en moyenne 10 minutes pour trouver la solution. Comme on le dit souvent, c'est comme si l'or s'enfonçait progressivement sous terre lorsque de nouvelles techniques d'extraction étaient découvertes ou que le nombre de mineurs augmentait. Et inversement, si la pression sur le minage diminue, comme cela a été le cas avec le China Ban par exemple, où une très grande partie des mineurs chinois ont éteint leurs machines, alors la difficulté baisse pour qu'il y ait toujours un bloc toutes les 10 minutes. La preuve de travail est un pendule qui permet à l'ensemble du réseau de se synchroniser. C'est pour cela que beaucoup de personnes voient Bitcoin comme une horloge où l'on ne compte pas en secondes ou en heures mais en nombre de blocs. On avait justement fait un podcast à ce sujet si ça vous intéresse. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, la difficulté de minage du réseau Bitcoin, donc la longueur de la combinaison du cadenas si vous voulez, ne fait qu'augmenter. La grosse chute que vous voyez en mai-juin 2021, c'est le China Ban dont on vient de parler. Mais on constate aussi que Bitcoin s'en est très vite remis. Si on se base sur cet indicateur, il n'a jamais été aussi difficile d'attaquer le réseau. Petit commentaire, la difficulté de minage ne doit pas être confondue avec la consommation totale du réseau. On peut très bien avoir une difficulté croissante avec une consommation stable, voire qui diminue si les machines sont plus puissantes et ou plus efficaces. Ce sont deux variables bien distinctes à analyser séparément. Ce que ne semblent pas savoir les personnes anti-Bitcoin qui veulent sauver la planète. Mais bref, en 2021, l'industrie du minage a généré plus de 15 milliards de dollars de revenus. Même avec les halvings consécutifs, donc la diminution tous les 4 ans du nombre de bitcoins créés à chaque bloc, les mineurs n'ont jamais fait autant d'argent. L'industrie est en constante croissance. Et pour le moment, cela peut assez facilement se comprendre. La réduction des récompenses a été très largement compensée par l'appréciation du cours de la reine des cryptos. Sur le court et moyen terme, on peut tout à fait imaginer que cela continue comme ça. Ça voudrait dire un bitcoin à 80 000 dollars d'ici 2024, 160 000 dollars d'ici 2028, 320 000 dollars d'ici 2032, etc., etc. Honnêtement, ces chiffres ne me paraissent absolument pas aberrants. Par contre, sur le long terme, ce n'est très probablement pas viable. Le cours du bitcoin ne va pas pouvoir suivre la cadence des halvings. C'est l'inconvénient avec les fonctions exponentielles, ça monte très très vite. Il faudrait par exemple qu'aux environs de 2060, un bitcoin coûte plus de 40 millions de dollars. Ça paraît quand même compliqué. Après, tout dépend de la valeur du dollar également, bien sûr. Mais mécaniquement, si Bitcoin veut perdurer, la part des revenus des mineurs provenant des frais de transaction payés par les utilisateurs pour envoyer des bitcoins sur le réseau devra augmenter progressivement. Cette idée est loin d'être nouvelle. Satoshi Nakamoto en parlait déjà sur les forums il y a plus de 10 ans. Il disait, je cite, « Dans quelques décennies, quand les récompenses seront trop petites, les frais de transaction deviendront la source principale de revenus pour les nœuds. » Pour le moment, on voit que les frais de transaction, en rouge sur ce graphique, représentent une part très marginale des revenus des mineurs. Ces dernières semaines, par exemple, les mineurs gagnaient environ 36 millions de dollars par jour grâce aux récompenses, contre 450 000 dollars provenant des frais de transaction. Donc, la grande question est, est-ce que l'industrie du minage et donc la sécurité du réseau Bitcoin peut reposer dans les prochaines décennies à 100% sur les frais de transaction? Est-ce que l'invention de Satoshi Nakamoto sera toujours suffisamment sécurisée à ce moment-là? Et finalement, ces questions vont se poser assez rapidement, bien avant 2140, car, comme on l'a dit, d'ici une vingtaine d'années, les récompenses distribuées à chaque bloc aux mineurs auront été divisées par 32. Je vais être honnête avec vous, c'est une problématique très complexe à laquelle il n'y a pas de bonne réponse. Tout ce que l'on va dire à partir de maintenant n'est que conjecture et supposition. Là, on rentre dans de la science-fiction. Il est tout d'abord essentiel de définir ce que l'on entend par suffisamment sécurisé. Là encore, c'est une question compliquée à laquelle il n'y a pas de réponse exacte. Et comme on l'a dit au départ, ici, nous ne parlons que de la sécurité liée au minage, c'est-à-dire de la probabilité qu'une personne, un groupe d'individus ou même un État arrive à posséder 51% de la puissance du réseau. Pour plus d'informations à ce sujet, je vous renvoie vers cette vidéo. Nick Carter avait exposé quelques éléments de réponse dans une conférence faite au MIT en 2019. Pour lui, il y a plusieurs moyens d'aborder la question. La première méthode repose sur un seuil minimum de sécurité, c'est-à-dire l'argent et les ressources qu'il faudrait au minimum dépenser pour exécuter une attaque. Si la taille de l'industrie du minage est au-dessus de ce seuil, alors on peut considérer Bitcoin comme sécurisé, peu importe la capitalisation totale de la reine des cryptos.
Maintenant, il est difficile de placer ce seuil. Est-ce que c'est 100 millions, 1 milliard, 10 milliards? Très difficile à dire. De plus, il faut bien garder en tête que l'exécution d'une attaque serait bien plus compliquée que de simplement mettre cette somme sur la table. Le minage est une activité industrielle exigeant des compétences techniques pointues. Il faut acquérir tout le matériel informatique et avoir à disposition une importante quantité d'électricité. Il y a une contrainte physique et matérielle. Ce n'est clairement pas quelque chose de trivial. Et c'est une des différences clés avec la preuve d'enjeu par exemple, qui nécessite seulement, si je puis dire, d'immobiliser du capital pour devenir validateur du réseau. Après le premier modèle, donc du seuil minimum, il y a celui reposant sur un pourcentage de la capitalisation totale du Bitcoin. Dans ce cas-là, la taille de l'industrie du minage devrait être proportionnelle à la taille de l'actif. Donc si la capitalisation totale de Bitcoin grossit considérablement dans les années à venir, l'industrie du minage serait censée suivre. Et c'est vrai que cela peut avoir du sens. Plus le trésor est gros, plus les moyens investis par des malfrats pour le dérober pourraient être importants. Bon, n'oubliez pas que là on caricature, en réalité ça ne marche pas vraiment comme ça. Bitcoin a cette particularité qu'au moment même où vous réussissez votre attaque et volez des bitcoins si je puis dire, ces derniers ne valent plus rien car le concept même de la technologie s'effondre. Bitcoin est en quelque sorte un nuage de fumée. Peu importe l'ardeur avec laquelle vous essayez de le saisir, il vous passera toujours entre les doigts. Le troisième et dernier modèle qu'expose Nick Carter est de considérer non pas la capitalisation totale de Bitcoin, mais plutôt la valeur échangée sur le réseau, c'est-à-dire à peu près 4 milliards de dollars par jour ces derniers mois, donc 1460 milliards par an. Dans ce troisième et dernier modèle, on aurait 1% des transactions effectuées sur le réseau dédié à la sécurité. Pour vous donner un ordre de grandeur, Visa c'est à peu près 13 000 milliards de dollars de volume de transactions par an, donc environ 10 fois plus que Bitcoin au cours actuel. Bref, la réponse à la sécurisation du réseau Bitcoin se trouve probablement dans un mélange des trois modèles mentionnés juste avant. Il faut une industrie du minage assez importante par rapport à la taille de l'actif et des transactions pour dissuader toute attaque, mais dépasser un certain seuil, l'augmentation de la puissance du réseau ne semble plus forcément pertinente. En tout cas, pour le moment, les frais de transaction sur le réseau Bitcoin sont au plus bas. C'était même la première fois en fin d'année dernière qu'une hausse significative du prix n'était pas accompagnée par une hausse des frais de transaction sur le réseau. Normalement, plus il y a d'investisseurs et plus il y a d'activités, et donc plus les frais augmentent pour inclure une transaction dans le prochain bloc. Pourtant, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, c'est le calme plat depuis juillet 2021. En fait, les frais n'ont pas augmenté car il y avait plus d'offres que de demandes, tout simplement. Ici, vous voyez en gris le taux de remplissage des blocs, et on constate que depuis plusieurs mois, ces fameux blocs ne sont pas pleins. Du coup, automatiquement, le système d'enchères sur lequel repose fondamentalement Bitcoin ne fonctionne pas, ou mal. En gros, imaginez les prix des places d'un match de foot où le stade est plein à craquer, ou alors avec un stade à moitié rempli. Eh bien, le réseau Bitcoin se trouve plutôt, pour le moment, dans l'exemple numéro 2. Du coup, automatiquement, les frais pour inclure une transaction dans le prochain bloc restent relativement faibles. Alex Thorn, directeur chez Galaxy Digital, a justement fait un tweet très intéressant à ce sujet, expliquant que cette situation provenait de plusieurs facteurs. D'abord, il y a Segwit. Il y a quelques années, le protocole de Bitcoin, donc son code informatique, a été mis à jour pour permettre une optimisation de l'espace des blocs et ainsi pouvoir faire rentrer plus de transactions. Pour reprendre notre analogie de tout à l'heure, on a réorganisé les sièges dans le stade pour pouvoir faire rentrer plus de monde. À l'époque, en 2017, cette mise à jour semblait essentielle car les frais sur le réseau explosaient. C'est la zone encadrée en rouge sur le graphique. Ensuite, le deuxième facteur important dont parle Alex Thorn est ce que l'on appelle le transaction batching. En gros, au lieu de faire une transaction par transfert, vous allez regrouper un paquet de transactions ensemble et faire une seule opération sur le réseau principal de Bitcoin. Apparemment, cette technique peut faire économiser jusqu'à 75% des frais et des exchanges comme Coinbase par exemple utilisent ce stratagème pour 80% des transactions. Le troisième facteur dont parle Alex Thorn est une baisse tout simple du trafic. Par exemple, les utilisateurs ne font quasiment jamais bouger leur Bitcoin. Ils les conservent sur de très longues périodes dans leur hardware wallet comme Ledger ou Coldcard. Donc, les jetons circulent très peu sur le réseau. De plus, il faut aussi mentionner que jusqu'en 2021, une partie des transactions de l'USDT, donc le célèbre stablecoin de Tether, passait par Omni Network, qui est une surcouche de Bitcoin. Quatrièmement, il faut bien entendu parler du Lightning Network. Depuis un an, ce réseau secondaire plus rapide et moins cher en théorie pour des petites transactions ne fait que croître. Automatiquement, cela vient réduire le nombre de transactions sur le réseau primaire de Bitcoin.
Même si on en parlera un peu plus tard, le Lightning Network et toutes ses surcouches sont peut-être au final la solution à notre problème car ces dernières viennent augmenter la densité des transactions sur le réseau principal. Et enfin, cinquième et dernier facteur pouvant expliquer le manque de trafic sur le réseau Bitcoin actuellement est le changement de business model d'une grande partie des mineurs. En effet, depuis quelques mois, au lieu de financer leurs activités en vendant des Bitcoins sur le marché, ces derniers lèvent de la dette ou vendent des parts de leur entreprise. Du coup, là encore, c'est moins de transactions sur le réseau. Bref, en conclusion, tous ces facteurs ont fait baisser la pression au niveau des transactions et par conséquent, les frais restent relativement bas depuis plusieurs mois. À court et moyen terme, la plupart des bitcoiners s'en réjouissent. C'est plutôt chouette de pouvoir effectuer des transactions sur le réseau principal pour moins d'$1. Toutefois, comme on l'a dit juste avant, si dans le futur, les frais de transaction ne sont pas assez importants pour rémunérer les mineurs, tout le système s'effondrera. Depuis plus de 10 ans, Bitcoin est dans un cercle vertueux. L'appréciation du cours a fait augmenter le revenu des mineurs et a donc attiré toujours plus d'acteurs à participer à la preuve de travail, rendant le réseau de plus en plus sécurisé. Cette sécurité accrue a permis de convaincre toujours plus d'utilisateurs et d'investisseurs d'injecter de l'argent dans cette technologie, ce qui a fait monter le cours et on recommence. Mais dans les prochaines décennies, la machine pourrait s'enrayer et on rentrerait alors dans un cercle très vicieux. La diminution progressive des revenus des mineurs à cause des halvings pousserait une partie toujours plus importante d'entre eux à éteindre leur machine. Bitcoin serait alors de moins en moins sécurisé, ce qui pourrait détourner un certain nombre d'investisseurs et d'utilisateurs de la technologie. Automatiquement, cela aurait un impact sur le cours et donc sur le revenu des mineurs, et le cycle repart. Comme nous le disions au départ, tous ces scénarios ne sont que des expériences de pensée, mais il est important de se poser les bonnes questions et de toujours essayer de voir les failles du système. C'est justement ce que l'on fait avec Richard et Michael dans la lettre mensuelle GAC. Nous expliquons en détail et de façon accessible les risques auxquels vous vous exposez lorsque vous mettez les pieds dans le monde de la DeFi par exemple, et comment vous y préparer. Nous nous concentrons sur la gestion de ces risques et construisons une stratégie d'investissement la plus résiliente possible, exclusivement autour de projets crédibles. Il y a quelques semaines, nous avons par exemple fait tout un dossier sur un écosystème qui permet de générer plus de 70% de rendement par an sur un token qui, selon nous, a de l'avenir. Notre objectif chez GAC, c'est de vous apprendre à construire intelligemment un portefeuille crypto comme le feraient des gestionnaires de fortune ou de gros hedge funds. De plus, nous vous accompagnons pas à pas avec des vidéos à l'appui pour que tout le monde soit à même de réaliser les différentes étapes. Notre équipe est également là pour vous aider et répondre à vos questions dans un espace privé réservé aux membres. Vous trouverez également dans la lettre GAC des informations financières de première main sur les évolutions du marché Bitcoin grâce à de l'analyse on-chain et un cadrage macroéconomique de la finance traditionnelle. L'idée est de donner les meilleures informations possibles aux personnes ne désirant pas uniquement hodl. Si tout cela vous intéresse, cliquez sur la fiche qui apparaît en haut à droite de votre écran ou via les liens en description. En tout cas, pour en revenir au sujet de cette vidéo, la situation est loin d'être désespérée. À mon avis, bien au contraire. Les surcouches venant se connecter à Bitcoin, comme le Lightning Network par exemple, ont peut-être réduit le nombre de transactions sur le réseau primaire à court terme, mais cela pourrait changer. En effet, comme vous le savez probablement déjà, pour utiliser Lightning, il faut ouvrir un canal de paiement et cela nécessite d'effectuer une opération sur Bitcoin. Et pour sortir du Lightning Network, même chose. Donc on peut tout à fait imaginer que la démocratisation du Lightning Network à l'échelle de la planète fasse, au final, augmenter le nombre de transactions sur Bitcoin. C'est ce que disait Paul Stork dans l'un de ses articles. De plus, comme on le disait juste avant, le Lightning Network et toutes les surcouches venant se connecter à Bitcoin viennent augmenter la densité des transactions. C'est-à-dire que derrière chaque transaction écrite dans un bloc du réseau principal s'en cachera des milliers d'autres. Du coup, on peut penser que dans ce cas-là, les utilisateurs accepteraient de payer plus cher pour une transaction sur Bitcoin. Dit autrement, le rapport qualité-prix serait relativement intéressant. Il faut également mentionner le fait que Bitcoin se positionne de plus en plus comme une alternative viable au système de paiement traditionnel, comme Swift par exemple. Si Bitcoin commence à être utilisé pour le commerce international, le trafic sur le réseau deviendra gigantesque. C'était le sujet de cette vidéo. De plus, compte tenu du fait que les frais ne sont pas proportionnels au montant de la transaction, Bitcoin devient progressivement une option très intéressante pour faire transiter à l'autre bout de la planète des centaines de millions, voire des milliards de dollars, et tout cela en quelques dizaines de minutes. Rendez-vous compte, ce genre de transaction dans le système actuel prend des jours et coûte des centaines de milliers de dollars. Avec Bitcoin, même si les frais s'élèvent à 100 voire à 1000 dollars, cela reste négligeable.
Dans ce scénario où les frais augmentent très fortement pour soutenir de nombreuses transactions avec une très forte valeur de plusieurs millions voire milliards, cela implique quand même que le cours du Bitcoin soit bien plus élevé qu'aujourd'hui pour offrir assez de liquidité au marché. Je m'explique. Aujourd'hui, le marché de l'or vaut un peu plus de 12 000 milliards de dollars et c'est un marché encore trop restreint pour opérer toutes les transactions internationales entre pays. Pour que le marché de l'or puisse servir de moyen de paiement en Europe pour le gaz par exemple, il faudrait au moins qu'il pèse dans les 50 000 milliards de dollars. Dans le cas contraire, lorsque vous achetez pour 4 milliards d'or pour faire un paiement, votre impact sur le cours est bien trop important, ce qui rend l'opération inefficiente. Maintenant, si l'on imagine que c'est Bitcoin qui sert de moyen de paiement à l'international, à l'échelle des États, il faudrait qu'il atteigne cette capitalisation d'environ 50 000 milliards à l'avenir en dollars constants, c'est-à-dire hors inflation. Donc en gros, ça voudrait dire un Bitcoin à 2,5 millions de dollars. Donc ce n'est quand même pas pour tout de suite. Tout cela pour dire que l'avenir de Bitcoin doit laisser une certaine place à l'incertitude, car il n'y a rien de plus difficile que de faire des prévisions. Bref, comme vous pouvez le voir, c'est un sujet infiniment complexe, un équilibre subtil entre abordabilité de la technologie à court terme et sa pérennité sur le long terme. Beaucoup de personnes réfléchissent à cette problématique depuis le lancement de Bitcoin en 2009. Certains pensent par exemple qu'il faudra dans le futur réduire encore un peu plus la taille des blocs pour augmenter la pression sur le réseau et faire monter les frais. D'autres estiment que le système n'est pas viable si on ne garde pas une émission monétaire constante faible pour rémunérer les mineurs. Mais là, on vient toucher à un élément sacré, la politique monétaire, les 21 millions de bitcoins. À mon avis, cela aura du mal à passer auprès des bitcoiners. Pour vous donner encore une fois des ordres de grandeur, pour conserver les 15 milliards de revenus annuels versés aux mineurs pour leur travail, mais cette fois-ci uniquement à travers des frais, il faudrait qu'une transaction coûte sur le réseau Bitcoin entre 100 et 150 $. C'est beaucoup et peu à la fois lorsqu'on imagine la place que Bitcoin pourrait prendre dans le système monétaire international. En tout cas, Satoshi avait encore une fois les mots justes dès le départ, je le cite. Je suis sûr que dans 20 ans, il y aura soit des volumes de transactions énormes ou alors pas de volume du tout. C'est exactement ça, Bitcoin doit continuer à pédaler pour ne pas tomber. Avant de vous laisser, je tiens quand même à remercier Fanis Michalakis pour son aide et ses commentaires sur cette vidéo. À la prochaine, ciao. Si vous aimez ces vidéos, abonnez-vous et pensez bien à cliquer sur la cloche pour être notifié des prochains épisodes. Et pour recevoir le guide crypto de A à Z, inscrivez-vous ici, on vous explique tout pour les débutants comme pour les confirmés.